C'est gênant quand on me regarde filmer une vidéo, monsieur. Arrêtez. Hello à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous partager comment j'ai créé ma boutique en ligne, donc du coup les grandes étapes et aussi au passage répondre à vos questions. Je vous ai demandé sur Instagram du coup si vous aviez des questions liées à la création d'une boutique en ligne plus particulièrement puisque du coup c'est mon cas et c'est l'expérience que je peux partager avec vous. Au départ, je voulais prendre mon portable pour lire les questions directement sur mon téléphone, mais je filme déjà avec mon téléphone. Donc je ne suis pas encore une youtubeuse pro pour pouvoir faire style je lis les questions sur mon téléphone. En tout cas, j'ai quand même une petite tasse de thé, donc ça c'est toujours sympa. Mais bon, c'est le matin, on commence doucement, c'est parti. Pour rappel, j'ai une boutique en ligne de produits zéro déchet et vegan. Donc juste pour vous préciser voilà, que c'est un système qui est un peu particulier puisque je ne crée aucun produit moi-même. C'est un système tout simplement de revendeur. Donc sur ma boutique en ligne, je propose différentes marques qui existent déjà. Je n'ai créé aucune marque et aucun produit. Donc simplement, j'achète à des marques et je les revends sur ma boutique pour proposer aux personnes qui le souhaitent de pouvoir acheter plusieurs marques sur un même site internet. Donc j'ai structuré cette vidéo en plusieurs points et on aura d'abord le concept, les démarches administratives, les fournisseurs, le site internet et enfin la communication. Alors, pour commencer avec le concept, j'ai eu une question du coup qui était... du coup, je vais lire les questions ici, puisque j'ai quand même besoin de lire les questions, qui était comment t'es venue l'idée notamment ? Donc, l'idée vraiment m'est venue d'une démarche personnelle, du fait que je n'étais plus vraiment en accord avec mes valeurs et le travail que je faisais dans mon entreprise tout simplement. J'étais vraiment plus dans un cheminement personnel, moi, vers l'écologie. Essayer de réduire au minimum toutes les possessions que je pouvais avoir chez moi, essayer de consommer différemment. Donc, ça a été plus au départ le fait de vouloir vraiment changer de travail, parce qu'au quotidien, le travail c'est quand même quelque chose d'assez important, ça vous prend toute une grosse partie de la journée. Et ça devenait pesant, j'avais vraiment un peu l'impression d'avoir deux personnalités différentes, puisque ce que je faisais chez moi, c'était vraiment totalement à l'opposé de ce que je faisais pendant mon travail. Donc du coup, ça a été vraiment plus au début l'entrepreneuriat qui m'a porté, le fait de vouloir créer quelque chose par moi-même. Et en fait, le fait d'avoir une boutique en ligne, je trouvais ça super chouette, d'avoir ses propres clients, de pouvoir leur faire des petites commandes, de mettre des mots à l'intérieur, personnaliser les colis. En fait, je trouvais ça super, cette proximité qu'on peut avoir avec le fait d'avoir une boutique en ligne, puisque c'est vraiment quelque chose qui part de chez nous pour arriver chez quelqu'un d'autre physiquement. Donc du coup, j'ai cherché quel type de produit je pourrais proposer tout simplement. En fait, je me suis dit quel produit me parle le plus en ce moment, et les produits qui me parlaient énormément, c'était les produits que je découvrais, mes produits favoris zéro déchet dont je vous ai par exemple déjà parlé en vidéo. Et en fait, j'avais envie de faire connaître ces produits au plus grand nombre et donc de les proposer sur ma boutique en ligne. Après, ce que j'ai remarqué, c'est que j'habite en Île-de-France, donc du coup, c'était plus simple pour moi de les trouver en magasin bio, mais ce qui n'était pas le cas de tout le monde, notamment de ma famille. Et du coup, je trouvais ça bien de les proposer dans toute la France pour que tout le monde puisse avoir ce genre de produit chez soi et commencer une transition. Donc du coup, quand j'ai eu cette idée, j'ai tout de suite regardé en fait s'il y avait d'autres boutiques qui faisaient ce concept. Et en fait, oui, il y en avait déjà beaucoup. Et je me suis dit, ah ouais, c'est mort. Et pendant une demi-seconde, je me suis dit, c'est mort, en fait, c'est déjà créé. Et après, je me suis dit, et j'écoutais aussi pas mal de podcasts sur l'entrepreneuriat parce que comment trouver une idée. Je me suis beaucoup inspirée de contenu sur l'entrepreneuriat. Et ce qui ressort beaucoup, notamment des expériences passées de création d'entreprise, c'est en fait que beaucoup de personnes n'ont jamais inventé un concept. Souvent, quand on se dit on crée une entreprise, il faut absolument inventer un produit, inventer un concept, inventer un service. Au final, je trouve, et c'est ça la beauté aussi de la création d'entreprise, c'est qu'au final, on ne fait qu'apporter sa pierre à l'édifice, mais c'est déjà énorme. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas besoin forcément de créer un concept ou de créer un produit pour l'amener différemment, toucher une population différente, toucher des personnes d'une manière différente, que ce soit par notre discours, par les canaux de communication qu'on utilise, par notre personnalité. Voilà, il y a plein de choses différentes qui font qu'on va être touché par une personne ou non. Typiquement, je pense que dans la vie de tous les jours, vous voyez de quoi je parle. Par exemple, il y a une personne qui peut aborder un sujet
ça va pas forcément vous toucher, et une autre personne qui va le faire différemment, et là vous allez y être plus sensible, vous allez avoir envie de vous renseigner, etc. Donc typiquement, je me suis dit en fait, il faut que je me lance, il faut que je propose ces produits. Pour moi, c'était pas encore des produits qui étaient forcément connus. Je voyais bien dans mon entourage, les gens découvraient en même temps que moi, et même moi, comme j'avais fait cette découverte, j'avais envie de le partager. Donc voilà comment m'est venue l'idée entre guillemets, et comment j'ai surtout commencé à réfléchir au concept. Ensuite, juste pour vous situer un petit peu au niveau des dates. Donc pour moi, ce qui était essentiel, c'était notamment de créer une communauté au tout début pour mon projet, puisque je voulais voir même si il y avait de l'engouement autour de ce concept, s'il y avait de l'interaction, les retours clients ou entre guillemets les retours de la communauté sont hyper importants, donc pourquoi pas faire des petits sondages et embarquer aussi toute une communauté dans mon aventure. Pour moi, je me voyais pas en fait lancer ça toute seule, par exemple faire tout le travail et après appuyer sur ok voilà mon site est en ligne. Enfin, pour moi c'était impossible que ça fonctionne. Et c'est sûr que la communauté fait une grosse partie, puisque c'était un peu comme si je lançais un site parmi des millions dans le vent, entre guillemets. Donc j'avais vraiment besoin c'est un soutien énorme d'une communauté pour pouvoir m'accompagner et aussi me donner de la force pour créer ce projet, parce qu'en fait, c'est vrai que quand on a des doutes ou quoi que ce soit, on se dit au moins, c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui nous ont déjà donné leur avis, qui sont avec nous, qui suivent nos aventures, et donc ça c'est vraiment un énorme soutien pour créer ce genre de projet. Donc, du coup, j'ai créé mon Instagram en mars 2018. J'étais au début de ma transition écologique. Ensuite, j'ai voulu lancer une campagne de crowdfunding, mais je n'ai pas réussi à avoir tous les stocks de fournisseurs, enfin les stocks de produits que je voulais avant l'été. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'est bête parce que même si on n'a pas forcément les stocks, après, il y a un délai. J'avais besoin d'avoir tous les stocks produits, tous les produits chez moi pour pouvoir vraiment ensuite envoyer les contreparties, en fait, de la campagne. Et donc, pour moi, mentalement, il fallait que j'ai tout chez moi, que tout soit prêt et ensuite que je publie la campagne pour faire les choses dans l'ordre, en fait. Et donc, du coup, l'été est passé. Sur Ulule, ils vous conseillent vraiment pas de faire la campagne de crowdfunding l'été, puisque y a moins de monde tout simplement. En septembre 2018 du coup, je crois que c'était mi-septembre, c'était même pas début septembre, j'ai lancé la campagne de crowdfunding. Et en fait, ce qui a super bien marché, ce qui a aidé aussi, c'est qu'en parallèle, en septembre, j'ai lancé aussi un challenge zéro déchet. Donc en fait, chaque jour de septembre, je postais un petit geste pour pouvoir accompagner les différentes personnes qui me suivaient et pour pouvoir se motiver tous ensemble. Et en fait, je crois que j'ai eu cette idée, genre le 31 ou le 30 août, je me suis dit « Ah, c'est trop bien, si je faisais septembre, c'est la rentrée, un petit geste par jour, etc. » Au début, j'ai voulu faire ça en story. Je raconte ça parce que c'est quand même hyper important par rapport à la création après de mon entreprise. Mais en fait, j'ai voulu faire ça en story et pareil, retour de la communauté des personnes m'ont dit mais en fait partage en post, comme ça on va pouvoir vraiment mettre en commentaire, rajouter des choses, ce qu'on fait nous. Faut que tu le fasses en publication. Au début j'étais là j'avais un feed qui était tout beau, je vais rajouter ce challenge là, je le sentais pas vraiment, donc j'ai dit ouais bif bof. Après avoir plusieurs retours, je me suis dit bon ok, j'écoute les gens, je le fais en post. Et au final, même à l'heure d'aujourd'hui, je crois que ce sont les posts qui ont les mieux fonctionné. Mais c'était en 2018, donc il y avait moins cet engouement, le fait de partager sur les petits gestes, etc., qu'on écoute beaucoup maintenant. Et en fait, quand je l'ai fait, j'avais même pas préparé les 30 du mois. Et en fait, c'était une galère. J'ai dû préparer ça la semaine. J'ai essayé de préparer pour la semaine, mais en plus, en parallèle, je travaillais. Donc, je préparais clairement le soir pour le lendemain. Donc, du coup, j'avais une pression, mais en même temps, je n'ai jamais eu autant d'interactions et autant de partages, autant de personnes qui suivaient l'engouement de mon compte, etc. Et en parallèle, j'avais ma campagne de crowdfunding. Donc, c'est vraiment hyper bien tombé. Et je sais plus si pour moi, j'avais pas calculé. Est-ce que c'est vraiment le 30 août où je me suis dit, tiens, ce serait bien que je fasse ça en parallèle de ma campagne, mais j'avais pas vraiment calculé à l'avance, alors que pour autant c'est super bien de faire ça, de calculer la communication, d'avoir une forte communication en même temps que la campagne de crowdfunding. Mais du coup, il y a plein de personnes qui ont découvert ma boutique grâce à ce challenge et plein de personnes qui, du coup, ont participé aussi à la campagne. Ça a été relayé par différents comptes et du coup,
grâce au partage, j'ai eu une campagne qui a bien réussi, qui a même dépassé les 2000 € que j'avais demandé. Donc là, du coup, dans le concept, je fais une petite aparté communication parce que c'est vrai que ça me semblait important par rapport à la campagne de crowdfunding du coup, qui a été faite en septembre 2018. Et je voulais préciser aussi par rapport à cette campagne que j'ai pas du tout que j'ai pas du tout calculé mes frais d'envoi. Donc du coup, en fait, j'avais calculé à peu près, par rapport à mes fournisseurs, qu'il me faudrait à peu près 2-3 000 € pour le stock produit. Donc c'est pour ça que j'ai demandé 2 000 €, ou 2 500, je sais plus, mais sachant qu'en fait, sur Ulule, si vous n'atteignez pas le montant, vous n'avez rien. Donc au début, j'étais là, est-ce que je mets 500, est-ce que je mets 1000 parce que si on atteint 1000 et que tu as demandé 2000, tu n'as même pas les 1000 €. Donc il faut vraiment trouver le bon montant, le montant qui va être atteint et en même temps, le montant qu'il vous faut aussi pour démarrer votre aventure. Donc ça, j'avais bien tout expliqué dans la campagne Ulule, que c'était en grande majorité pour les stocks, mais j'avoue que je n'avais pas calculé les frais de livraison vraiment par rapport à la poste. Et du coup, en fait, je crois que par rapport aux 2000 € que j'ai gagnés, ça a dû me rapporter 200-300 €. Parce qu'en fait, j'avais les contreparties à envoyer. Donc, le stock produit qui partait avec les contreparties. Donc, les produits que j'avais achetés, je les envoyais gratuitement. Plus les frais d'envoi postaux. Sachant que ça dépendait des choses, mais ça, j'avais pas calculé non plus. Mais si vous envoyez sous enveloppe, c'est moins cher. Donc en fait, j'aurais pu faire des lots qui étaient beaucoup plus plats pour les envoyer sous enveloppe. Et en fait, sinon, j'avais des lots qui dépassaient les 3 cm. Donc du coup, il fallait payer des frais de port de 5 € à chaque fois. Du coup, bien calculer les frais d'envoi, les inclure. Même si je les avais inclus grosso modo, je pense que j'avais fait une enveloppe dans ma tête, mais en fait ça m'a coûté beaucoup plus cher. Mais ce qui est non négligeable avec la campagne de crowdfunding, c'est que j'ai eu une communication, j'ai touché beaucoup de personnes. Grâce à ça, des gens m'ont découvert, j'ai été relayée par pas mal d'autres personnes. Et donc du coup, ça fait vraiment un impact au niveau de la communication qui est super. J'ai fait une petite parenthèse du coup sur la campagne de crowdfunding parce que c'était important pour moi de vous en parler, pourquoi je l'avais lancée en septembre, etc. Mais du coup, j'aurais dû vous dire ça dans la partie communication. Donc on y reviendra tout à l'heure. Donc du coup, la campagne de crowdfunding s'est faite en septembre 2018 et j'ai lancé la boutique en janvier 2019. Donc voilà, tout ça pour répondre à la question combien de temps entre le montage et le lancement du projet. Donc pour moi, il m'a fallu presque 1 an au final pour lancer ce projet, sachant que clairement pour une entreprise, une boutique en ligne comme moi d'achat et revente, je pense que en 2-3 mois, on peut lancer une boutique. Alors attention, quand je dis 2-3 mois, c'est-à-dire que moi j'ai mis énormément de temps parce qu'aussi je travaillais en parallèle. Je pense qu'en 2-3 mois, on peut lancer une boutique sans communauté par contre. Ou alors soit avoir une communauté déjà qui est créée avant, soit la lancer en même temps. En 2-3 mois, ça peut prendre aussi, mais c'est vrai que moi, du coup, j'avais 1 an de recul et c'est aussi grâce à ça que j'avais beaucoup plus de monde qui me suivait sur les réseaux sociaux et c'est aussi grâce à ça que j'ai eu un plus beau lancement par rapport à ma boutique. Ensuite, la partie démarche administrative. Donc pour les démarches administratives, en gros, il y a 3 choses à faire. Il faut du coup créer son entreprise. Donc moi j'ai choisi une auto-entreprise, donc c'est uniquement ce que je vais aborder du coup dans cette vidéo, ou plutôt micro-entreprise maintenant. Il faut déclarer ses cotisations sociales et payer des impôts du coup. Donc est-ce que le statut auto-entreprise suffit pour créer sa boutique en ligne? Oui. Pour moi ça a été le cas, donc ça m'a suffi. Après il y a un certain montant qu'il ne faut pas dépasser, un certain palier de chiffre d'affaires qu'il ne faut pas dépasser. Sinon après il faut transformer son entreprise en entreprise classique. J'ai choisi aussi ce statut puisque moi ça me permettait de cumuler le démarrage de mon projet de ma boutique en ligne avec mon CDI. Donc c'est un statut qui est possible si vous avez un CDI à côté. Donc pour moi c'était le statut idéal vu ma situation. Après au niveau d'une boutique en ligne achat-revente, c'est pas un statut qui est idéal parce que tout simplement, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est quand même assez compliqué et même moi
Mais en gros, comme vous payez les cotisations sociales sur le chiffre d'affaires, tout ce que vous envoyez, donc les frais de livraison, vous payez aussi des cotisations sociales sur les frais de livraison, sachant que les frais de livraison, les gens vous les payent, mais vous les payez derrière. Donc en fait, le chiffre d'affaires des frais de livraison que vous touchez, vous ne le percevez jamais en tant que tel, puisque vous le repayez derrière pour envoyer. Vous payez des cotisations sur ces frais de livraison que vous ne touchez pas. Alors, comment déclarer ses revenus? Donc, je vais pas vous faire une vidéo dédiée à ça, ni une réponse exclusive, parce que je pense qu'il y a énormément de cas de figure et je ne voudrais pas dire n'importe quoi. Je vais vous mettre des ressources en barre d'infos, et notamment les blogs que j'ai suivis qui m'ont aidé tout simplement pour cette partie administrative qui est quand même très très minime en tant que micro-entreprise. Donc, il y a le blog de J'aime la paperasse qui, comme son nom l'indique, aime la paperasse, toi tu ne l'aimes pas, donc du coup elle répond à tes questions. Et le blog d'Aline, donc The Bee Boost, qui se lançait en même temps que moi quand j'ai lancé mon entreprise, et du coup c'est son podcast et tous ses articles de blog m'ont beaucoup aidé. Donc du coup pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais grosso modo, tu dois déclarer tes cotisations sociales par mois ou par trimestre. Et tu dois déclarer un impôt sur le revenu qui peut être, je ne me rappelais plus le nom, donc avec ou sans versement libératoire. Donc ça c'est un choix à faire, je crois, au début lors de la création de l'entreprise. Mais bref, comme je veux pas dire de bêtises sur ça, je vous renvoie vers des personnes qui s'y connaissent bien mieux que moi et qui pourront vous aider. Pour la partie fournisseurs, donc pour répondre à la question comment trouver, négocier avec les gros fournisseurs vs les petits créateurs. Moi personnellement, ce que j'ai fait, j'ai cherché des marques sur internet. Les marques que je connaissais, dont les produits me parlaient, que j'aimais beaucoup. J'ai tout simplement été sur leur site, été dans la page contact et contacté par mail ces différentes marques en leur expliquant mon projet et en leur demandant si ils seraient intéressés pour revendre leurs produits sur ma boutique. En fait, c'est aussi simple que ça. Après, vous avez différentes marques, celles qui ont déjà même une partie revendeur entre guillemets, donc qui ont déjà des grilles de tarifs pour les personnes qui veulent revendre leurs produits sur leur boutique, que ce soit des boutiques physiques ou des boutiques en ligne. Parfois, les plus petites entreprises n'ont pas forcément de grille tarifaire revendeur, mais donc à ce moment-là, elles vous proposent tout simplement par mail les différents prix qu'elles proposent pour les produits. Au début, souvent, ce que j'ai fait en premier, ça a été la création d'entreprise du coup, puisque la plupart des fournisseurs aussi demandent le CABIS pour vérifier que vous êtes une entreprise et que vous n'êtes pas tout simplement un client lambda qui va vouloir acheter aux tarifs, à des tarifs revendeurs pour une utilisation personnelle tout simplement. Donc du coup, ils vous demandent le CABIS pour prouver que vous êtes bien une entreprise et suite à ça, ils vous envoient les tarifs revendeurs. Ces tarifs sont souvent dégressifs en fonction des quantités. Donc il y a beaucoup d'échanges par mail avec ces entreprises. Personnellement, moi j'ai fait un tableau Excel avec les différentes couleurs pour mon organisation, donc les entreprises que j'avais contactées, celles qui ne m'avaient pas répondu, celles en cours, etc. J'ai fait plusieurs onglets petit à petit pour sélectionner les entreprises que je souhaitais avoir sur la boutique. Ensuite, j'ai rentré les différents produits que je souhaitais avoir par marque avec les différents tarifs pour faire en fait une estimation des commandes que je pouvais leur faire. Pour chaque fournisseur, combien j'allais payer à chaque fois de commandes pour avoir une idée du coût global des stocks, en fait, du stock qu'il fallait que j'achète au tout début avant de lancer ma boutique. Puisque ça, c'est aussi un inconvénient d'une boutique en ligne, c'est qu'il faut avoir les stocks en amont. Alors après, non, ça dépend parce que peut y avoir une boutique en ligne qui vend en précommande et du coup, vous achetez ensuite le stock. C'est vrai que c'est super parce que vous n'avez pas besoin d'avancer l'argent. Mais en tout cas, moi, j'ai dû avancer le stock. Donc, j'ai dépensé tout simplement 3 000 € dans le stock de produits au tout début. Donc emprunt ou apport personnel, pour moi ça a été un apport personnel puisque je mets de l'argent de côté dans ma vie tous les jours au quotidien. J'ai toujours été comme ça une personne, un petit écureuil, une personne qui met de l'argent de côté et du coup avant de me lancer j'avais simplement assez d'argent pour pouvoir me retourner au cas où s'il y avait un problème et pouvoir notamment avancer ce stock. Comment se passe la négociation avec les fournisseurs? Par rapport à la négociation, souvent, moi j'ai pas vraiment négocié, peut-être à tort, mais après les tarifs sont plus ou moins les mêmes pour tout le monde entre guillemets, comme souvent les tarifs de revente, on s'aligne un petit peu sur tout ce qui est proposé plus ou moins
sur internet pour ce même type de produit forcément. Donc du coup c'est plus l'aspect dégressif. Donc moi comme je commandais vraiment en très petite quantité, j'ai pas eu forcément de réduction et de moyens de négociation puisque j'achetais par 5, 10, 15 quantités maximum. Donc du coup c'est plus cet aspect négociation qui est compliqué quand on achète vraiment en si petite quantité et quand on se lance au début. Mais il y a plusieurs marques, notamment quand on explique qu'on commence une petite boutique. Certains proposent les frais de port gratuits pour la première commande ou sans minimum d'achat, etc. Ensuite, la gestion du stock et éco-responsabilité fournisseur. Donc pour commencer la gestion du stock, donc on va en reparler juste après, mais se faisait directement, enfin elle se fait toujours parce que j'ai pas encore fermé, sur Shopify, donc le site internet, enfin le back-office de mon site internet. Sinon clairement c'est moi avec mes petites mains qui comptait les produits quand ils arrivent, tout simplement les livraisons du fournisseur, bien compter les produits pour voir si on a tout reçu. Ensuite rentrer donc dans le back-office du site internet le nombre de produits reçus. Et par contre le décompte à chaque vente se fait automatiquement via le site internet. Et j'ai depuis le début soit une étagère que j'avais dans ma chambre au début, soit maintenant on a une pièce qui fait un bureau. Donc j'ai une étagère où j'ai tout mon stock dans le bureau. Ce que je vous disais dans mon autre vidéo aussi, ça a été le fait de se demander est-ce que je gère encore mes stocks moi-même ou est-ce que je passe par une plateforme, mais en même temps pour passer par une plateforme il fallait beaucoup de commandes pour que ça me revienne moins cher. Pour le début c'est quand même pas mal de voir, de préparer les commandes soi-même et tout. Au début c'est vraiment ce que j'aimais trop et au fil du temps c'est vrai que ça devient un peu plus comme une charge. Et éco-responsabilité, les fournisseurs, ça dépend en fait. Pour les marques que je connaissais vraiment bien, il y a des marques où j'ai fait des ateliers, où j'ai rencontré les personnes en vrai, avant même de créer mon entreprise. Mais du coup, ces marques-là, je sais qu'elles ont vraiment les valeurs que je leur connais et que je peux leur faire confiance. Après, pour d'autres marques, je les ai contactées, en fait, je pense il y a une espèce d'instinct où tu vois si la marque elle est un peu chelou ou si ça va. C'est comme ce que je disais sur Instagram par rapport au partenariat, etc. Il y a des marques vraiment, je reçois leur mail, je me dis ça pue quoi. Genre il y a un truc qui est bizarre, tu sens le truc fake. Donc du coup ce genre de marque je m'y suis même pas attardée. Et après sinon je regardais toute la partie valeur, j'essayais de trouver le maximum d'infos sur ces marques, que ce soit des témoignages des fondateurs, sur quoi ils étaient engagés, etc. Mais après c'était aussi propre à moi, c'est vraiment très subjectif sur pourquoi j'ai choisi telle ou telle marque pour travailler avec moi simplement. Et il y avait la partie marge aussi. Donc pour ce qui est des marges, c'est vraiment super différent selon les entreprises. Les plus grosses entreprises, ça va être 50%. Un exemple, la brosse vaisselle que je vends 3,90, il me semble que je l'ai acheté 1,75. La gourde 500 ml à 24,90 €, moi je l'achète 19,90 €. Donc en fait, c'est pas énorme. C'est ça qui est aussi compliqué, c'est que moi je comprends très bien qu'elle puisse pas les vendre non plus bas, mais moi je peux pas les vendre beaucoup plus cher parce que déjà 24,90 € pour une gourde c'est compliqué. Donc je me fais 5 € de marge sur ce produit, sur un produit où je vais prendre 20 minutes pour créer une commande, etc. Pour faire la commande à la mano, plus 20 minutes pour l'emmener en point relais. 5 €, c'est pas ouf quoi. Donc après c'est plus un problème de business model, de mon business model, pas d'une marque en particulier qui fait pas de marge supérieure ou de moi qui fait pas de prix supérieur. Après je trouve ça compliqué de vous proposer des gourdes à 50 €, personne n'en voudrait non plus. Mais bref, faut trouver le juste milieu en fait par rapport aux marges. Mais en gros, c'est entre 20%. Et moi, en gros, la majorité de ma boutique, c'était entre 20 et 50% de marge dans le meilleur des cas. Ensuite, par rapport au site internet, donc moi j'ai utilisé la plateforme Shopify qui est pour moi la meilleure plateforme quand on débute et qu'on n'a pas du tout envie de créer son site internet. Par rapport à la question formation webmaster, moi j'ai pas du tout voulu passer par un webmaster tout simplement au début pour des questions de coût.
plus pour des questions de dépendance, c'est-à-dire que j'avais peur que si ce soit une personne qui me crée mon site, si je veux changer ne serait-ce que la couleur ou un onglet ou ce genre de choses, il fallait à chaque fois que je repasse par cette personne, donc que je sois facturée, ce qui est normal, mais du coup au début moi j'avais vraiment pas le temps plus les coûts, enfin les ressources pour faire appel à ce type de prestation, qui est forcément sur mesure, donc beaucoup mieux, mais pour moi au début c'était pas ce qui me convenait tout simplement. Donc j'ai préféré passer par Shopify qui propose tout simplement des templates en fait de sites internet que vous pouvez les choisir et les personnaliser quand même pas mal, mais forcément pas énormément non plus. Pour la boutique en ligne c'est super parce que vous avez donc du coup comme je vous disais la gestion du stock qui se fait, vous pouvez programmer des emailing de relance quand les gens ont abandonné des choses dans leur panier. Vous pouvez faire des newsletters, comme je le disais. Vous avez vraiment accès à votre base de données. Vous avez la possibilité du coup de créer les fiches produits, mais hyper simplement, donc sans coder ou quoi que ce soit. Pareil pour le blog, vous pouvez lier un blog avec, donc faire des articles de blog. Enfin, il y avait vraiment tout ce dont j'avais besoin pour créer une boutique en ligne, et sachant que c'est vraiment à la portée de tout le monde puisque l'interface est hyper simple. Pareil, vous aurez plein de tutos qui sont disponibles. Moi, je me suis vraiment formée avec des tutos sur YouTube. Il y a plein de tutos sur Shopify, même si c'est quand même assez simple. Au moins, ça vous montre comment appréhender cette plateforme, mais c'est super accessible en tout cas. Mise en place d'une plateforme de paiement en ligne. Donc, comme je suis passée par Spotify, et j'espère que j'ai pas dit Spotify à chaque fois. Shopify, en fait, il y a des plateformes de paiement qui sont directement liées. Donc, la plus connue à savoir, c'est Stripe. Et il y a aussi PayPal. Et donc, en fait, vous avez juste à créer votre compte Stripe et créer votre compte PayPal et ensuite le mettre en lien avec la boutique. Et ça se fait tout seul, en fait. Donc, vraiment, toute la partie gestion d'une boutique se fait accompagner via Shopify. Petit point aussi que je voulais aborder juste avant de clôturer cette partie site internet, n'oubliez pas de réserver votre nom de domaine comme je ne l'ai pas du tout fait. Avant de créer votre campagne de crowdfunding, n'hésitez pas à réserver, voire déposer à l'INPI votre nom d'entreprise. Donc réservez votre nom de domaine surtout, puisque il y a des personnes très malhonnêtes qui suivent les campagnes de crowdfunding et avant même que vous créiez votre propre site internet, créez le compte pour qu'ensuite vous deviez leur demander le nom de domaine et vous deviez leur acheter le nom de domaine puisqu'ils l'ont réservé avant vous. Donc c'est ce qui m'est arrivé pour ceux et celles qui me suivent depuis un moment sur Instagram. J'étais pépouze en train de faire ma campagne et de me dire il faudrait peut-être que je crée mon site internet en octobre-novembre avant de le lancer en janvier. Du coup quand j'ai recherché lecomptoirdurap.com, on m'a dit « Ah non madame, c'est déjà réservé !» Donc là je me suis dit « Mais qui s'appelle comme ça ?» J'avais réservé j'avais regardé en fait il y a 2-3 mois, il n'y avait personne. Naïve que je suis, j'ai dû mettre comptoirdurap.com. Bien sûr, je n'ai pas voulu céder. Enfin, j'ai jamais contacté d'ailleurs la personne qui a acheté le nom de domaine, parce qu'après, en fait, on peut les contacter pour pouvoir racheter. C'est pour ça que, suite à ça, en fait, il y a plein de personnes qui m'ont dit, c'est un business, quoi. Il y a plein de gens qui achètent des noms comme ça, les personnes savent en fait que ça va être utile pour d'autres personnes. Donc du coup, l'achètent. Donc voilà, n'oubliez pas de réserver votre nom de domaine, votre nom d'ailleurs sur les réseaux sociaux, j'avais surtout pensé aux réseaux sociaux, mais votre nom de domaine aussi, pour éviter les mauvaises surprises. Et enfin la partie communication, donc du coup j'en ai un petit peu parlé avant, mais moi ce qui me semblait super important par rapport à cette partie, c'était vraiment de créer une communauté et d'être accompagné, soutenu et de partager en fait toute la création de ce projet du début jusqu'à la fin avec le plus grand nombre, avec des personnes qui avaient les mêmes valeurs que moi. Et donc du coup ça a été vraiment ça je crois la meilleure chose que j'ai faite, c'est vraiment de créer la communauté avant même de lancer la boutique. Donc les techniques de communication plus budget, pour moi ça a été, comme je vous le disais, la création d'une communauté, la création de ma campagne de crowdfunding. La campagne de crowdfunding, ça a vraiment permis aussi d'embarquer les gens. Les gens ont une contrepartie, découvrent le projet, en parlent, ils communiquent énormément, ils partagent énormément. Du coup, ça
Enfin, c'est comme si vous étiez tous ensemble dans cette entreprise. Après, enfin voilà, ils attendent la sortie de la boutique, ils suivent le projet. Vous pouvez leur envoyer des mails d'annonce, leur dire où vous en êtes dans le projet, etc. Autant pour d'un aspect communication, parce que c'est toujours bien de se faire connaître au plus grand nombre, mais autant pour vous, le soutien que ça apporte, les gens qui vous disent alors c'en est où, etc. L'engouement en fait qui est autour de votre projet, ça fait vraiment que ça vous motive et en fait vous vous dites non mais là j'ai je sais pas, que ce soit 100, 200, 5000 personnes qui m'attendent au tournant, qui attendent que je sorte mon projet, qui ont suivi depuis le début, je peux pas les abandonner entre guillemets, je peux pas laisser et dire bon finalement non. Donc voilà, la question comment se faire connaître, c'est une vaste question. J'ai donné moi ce que j'ai fait grosso modo et je pense qu'il est vraiment l'essentiel, donc de faire du contenu sur plusieurs plateformes, mais de faire beaucoup de contenu, d'être présent, d'être régulier, de répondre bien sûr aux questions à la communauté, etc. Ça, c'est la base aussi. Vraiment, le contenu, c'est ce que je recommande. C'est ce qui est gratuit, mais c'est ce qui prend le plus de temps aussi. Mais c'est ce qui marchera à tous les coups si vous êtes constant. Pour moi, créer du contenu, c'est vraiment hyper important. Du contenu, après, sur différentes plateformes, celles sur lesquelles vous êtes les plus à l'aise, mais du contenu qui est aussi adapté à chaque plateforme. Par exemple, sur Instagram, faire plus du lifestyle, montrer les backstage de votre entreprise via les stories, etc. Sur YouTube, plus montrer des tutos, des recettes, des DIY, plus des choses qu'on a envie de regarder en vidéo tout simplement. Sur Pinterest, pourquoi pas proposer des inspirations, relayer aussi les articles de blog, ça fonctionne super bien sur Pinterest. Ça c'est un média vraiment qui est hyper laissé à l'abandon. Enfin même moi, la première, je pensais pas vraiment à Pinterest et depuis que j'ai relayé les articles de mon blog sur Pinterest, c'est 80-90% de mon trafic. Donc en fait, on pourrait penser qu'avec une communauté sur Instagram à 20 000 abonnés, les gens viennent d'Instagram, mais non, en fait, les gens aiment suivre le contenu sur Instagram, etc. Mais il faut quand même avoir la démarche de cliquer sur le lien, de se renseigner, de quitter la plateforme aussi, ce qui est plus compliqué. Alors que sur Pinterest, c'est vraiment un moteur de recherche, donc les gens recherchent, une lessive maison, vont tomber sur mon article et à ce moment-là vont aller directement, ils sont dans une recherche en fait, donc ça va pas les déranger d'aller cliquer et de visiter un site puisque ils vont trouver ce dont ils ont besoin sur le site. Et en fait, vraiment, Pinterest, 90% de mon trafic. Donc, je vous recommande de faire des articles de blog associés. Donc, ça pareil, contenu, mais de faire des articles de blog associés à votre thématique tout simplement et liés à votre site internet. Et après, comme ça, les gens vous découvrent via vos articles de blog. Pour moi, ce qui fonctionne le mieux, c'est de créer du contenu. Si votre contenu est pertinent, si votre contenu est travaillé, si votre contenu tout simplement répond à un besoin et aide certaines personnes, il sera partagé, il sera découvert, il sera commenté, il intéressera et du coup les gens vous découvriront grâce à ça. Et enfin, avant que cette vidéo ne dure 1h30, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir ? Tout. Non mais en vrai quand on se lance, on a envie de tout savoir. On se dit mais attends mais comment je fais ça ? Et en plus je trouve on se dit mais attends je suis stupide, genre par exemple pour ça je sais même pas la réponse alors que je suis sûre que tout le monde le sait, etc. Moi, je me suis posé des questions toutes simples, mais je pense qu'on est tous passés par là. Au final, j'aurais aimé tout savoir, mais c'est tellement bien de découvrir aussi petit à petit, et j'ai appris tellement de choses, et j'ai découvert tellement de choses, et après, c'est aussi une fierté de se dire que, toute seule, je me suis formée sur énormément de choses, donc ça prend du temps, mais en même temps, quand on est passionné, et quand c'est vraiment notre projet, c'est fascinant, quoi. Enfin, c'est super intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces questions que vous vous posez, d'autres personnes se les ont posées avant et il y a forcément une réponse à un endroit. Donc que ce soit des tutos qui peuvent vous aider sur certains logiciels sur YouTube, que ce soit des groupes Facebook d'entrepreneurs, aussi aller poser des questions à des personnes qui ont créé le même type d'entreprise que vous. Je voulais partager aussi en dernier, c'est moi ce qui m'a aussi pas mal aidé. Bon déjà c'est beaucoup de podcasts sur l'entrepreneuriat, écouter des témoignages de personnes qui répètent beaucoup les mêmes choses, mais ça fait du bien d'entendre à chaque fois que c'est pas facile pour tout le monde. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est pour arriver en fait au tout début à le lancement de ma boutique,
Il y avait tellement 10 millions d'étapes entre là où j'étais et le fait de lancer une boutique, même si en plus c'était super simple sur le papier, je me disais mais c'est juste de l'achat-revente, en fait il y a quand même pas mal de travail derrière. Il y a tellement d'étapes que ce qui m'a beaucoup aidé c'est de sous-diviser toutes ces étapes. C'est-à-dire que pour lancer ma boutique au final, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Il fallait que je crée une communauté, il fallait que je lance mon site internet, il fallait que je trouve mes produits. Dans chaque catégorie, finalement, j'ai encore sous-divisé. Donc par exemple, pour ma communauté, il fallait que je crée mon compte Instagram. Ensuite, il fallait que je publie du contenu tous les jours. Par exemple, pour le site internet, il fallait que je crée toutes les fiches produits, créer mon nom de domaine, que je crée mon site internet, que je me forme sur tel ou tel outil. Et en fait, le fait de sous-diviser chaque catégorie de grandes tâches m'a beaucoup aidée puisque chaque jour, je pouvais faire une petite chose. Et parce que sinon, on a vraiment l'impression, on sait pas par où commencer, quoi. Moi, je travaillais en parallèle, c'était aussi compliqué de gérer mon temps. Et le soir, quand je rentrais, j'avais juste envie de me mettre sous la couette avec Netflix et de rien faire, quoi. Parce que j'avais eu ma journée de travail avant. Alors que, en fait, si je m'étais dit toute la semaine, tous les soirs, j'arrive et je crée 2 fiches produits, c'était déjà ces 2 fiches produits qui étaient créées et c'était déjà un pas de plus vers le lancement de ma boutique. Après, c'est impressionnant parce que vous allez vraiment tout diviser. Donc, vous allez dire, mais j'ai 15 millions de choses à faire. Mais en même temps, il faut passer par là, il faut les faire, et si vous en faites une à chaque fois, et étape par étape, vous arriverez au final à plus facilement déjà que ça soit clair pour vous, et vraiment à vous motiver, parce que sinon la tâche paraît... Voilà pour cette vidéo, je pense qu'elle a déjà été assez longue et j'espère qu'en tout cas ça vous aura aidé, que ça vous aura donné quelques idées, quelques pistes si vous créez votre boutique ou même si le sujet vous intéresse tout simplement. J'espère avoir répondu à vos questions, n'hésitez pas si vous en avez d'autres en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, en tout cas je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao!